Βρισκόμαστε σε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, στο αρχαίο Ιδάλειον. Είναι ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος γιατί βρίσκεται πολύ κοντά, η περιοχή του αρχαίου Ιδαλίου είναι πολύ κοντά στους πρόποδες του Τρόδους, όπου υπάρχουν τα μεταλλεία του χαλκού. Η Κύπρος ήταν φημισμένη για το χαλκό και οπωσδήποτε κοντά στα μεταλλεία αναπτύχθηκε το Ιδάλιον σαν ένας διαμετακομιστικός σταθμός που ένωνε τα μεταλλεία μαζί με τις παράλιες πόλεις, όπως ήταν το Κίτιον και η Αμαθούντα και η Σαλαμίνα. Γνωρίζουμε ότι την εποχή που το Ιδάλιον ήταν βασίλειον είχαμε Έλληνες βασιλείς. Η Κύπρος βρισκόταν κάτω από περσική κυριαρχία και στο Κίτιον, το πιο κοντινό παραλιακό κέντρο, λιμάνι, εκεί οι βασιλείς ήταν Φοίνικες και ήταν λογικό οι Φοίνικες βασιλείς να θέλουν να κατακτήσουν την πόλη του Ιταλίου για να μπορέσουν να μπορούν να εκμεταλλευτούν, όπως ήδη ήθελαν, το χαλκόν από τα κοντινά μεταλλεία του ισορροσειράς του Τρόδους. Έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα η πόλη του Ιδαλίου εγκαταλείφθηκε από τους Φοίνικες του Κιτίου. Γεια σας, το όνομά μου είναι Δημήτρης. Έχω το φαρμακείο Νάσιλος εδώ στο Δάλι. Το ονόμασα προς τιμή του γιατρού Νάσιλου που αναφέρεται στην περίφημη πλάκα του Ιδαλίου που σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Από όλα όσα λέγει η πλάκα, ιδιαίτερα με συγκινεί το σημείο που αναφέρεται στην πολιορκία του Ιδαλίου από τους Πέρσες και τους Κιτιείς, και ενώ βρισκόμασταν από πολιορκία, οι κάτοικοι της πόλης και ο βασιλιάς έδιναν όρκους να μείνουν εδώ σε αυτήν την γη και να την καλλιεργούν αυτοί, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους για πάντα. Αν και ήταν ο εχθρός έξω από τις πύλες, αυτοί οι άνθρωποι είχαν την πίστη ότι θα μείνουν και θα ζήσουν σε αυτόν τον τόπο. Αυτό με συγκινεί φάνταστα. Ευχαριστώ πολύ. S'il semble étonnant de trouver des objets dans une bibliothèque, il faut que vous sachiez que les plus anciens sont arrivés avant même les livres, au moment où c'était ici la bibliothèque de Mazarin. Donc les objets de la collection royale sont ici depuis 1666. Au XIXe siècle, un collectionneur très important pour nous, le duc de Luynes, qui était à la fois un érudit, un savant, collectionneur, mais aussi archéologue, aussi scientifique, chercheur, a donné toute sa collection de monnaies et d'objets au cabinet des médailles. En 1850, des paysans ont trouvé sur le site du village de Dali, l'ancienne Idalione, une tablette en bronze qui est la plus longue inscription syllabique chypriote connue. Donc il a étudié tous les signes, mais il n'a pas compris quelle langue traduisait cette écriture. Or maintenant on sait que c'est une langue qui dérive du grec, qui était un dialecte chypriote propre, mais qui était quand même dérivé du grec. C'est une tablette qui est à double face. Le texte se lit de la droite vers la gauche, avec des signes de ponctuation que vous pourrez voir peut-être. C'est un décret par le roi d'Idalione, Stasisipros, qui concerne un accord passé avec un groupement de médecins, Onasilos et ses frères. Le roi s'engage à les payer pour qu'ils soignent gratuitement les blessés
lors du siège d'Idalion par les Mèdes, c'est-à-dire les Perses, et les gens de Kition, qui était une colonie phénicienne au sud de Chypre, sur la côte. Et il conclut en disant que cette tablette sera accrochée dans le temple d'Athéna. Et en effet, c'est probablement là qu'on l'a trouvée, puisqu'on l'a trouvée au sommet de la colline d'Idalion, dans un site qui a été identifié comme un temple. Voilà la tablette d'Idalion, très lourde, très dense, avec son anneau de suspension pour l'accrocher dans le temple d'Athéna. La tablette est datée entre 478 et 470, un petit peu avant. Pour réaliser une copie aussi proche que possible de l'original, étant donné la valeur archéologique et culturelle de la tablette, seule une technique de numérisation sans contact pouvait être envisagée. La technique utilisée consiste à projeter une lumière structurée, image d'une grille d'ombre et de lumière, sur l'objet à numériser. Les franges déformées par la surface de l'objet sont analysées par une caméra numérique et les images obtenues sont transformées en nuages de points. Par recollement des nuages capturés, on obtient une image en 3D de la surface de la tablette. La précision de la numérisation est d'environ 100 micromètres. Pour connaître la composition précise de l'alliage utilisé par les métallurgistes chypriotes, un minuscule prélèvement est effectué sur la tablette par un chercheur du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Le résultat de l'analyse est surprenant puisque la teneur en étain de ce bronze est inférieure à 2,5%. L'image 3D obtenue n'a pas donné satisfaction. Le niveau de détail ne permet pas une restitution correcte du texte. Une seconde numérisation doit être effectuée. Cette fois, la précision de la numérisation est de 40 micromètres. 59 images sont nécessaires pour numériser la totalité de la tablette. Chaque image comporte 1 600 000 points. Une fois les images assemblées, le fichier totalise plus de 50 millions de facettes et devra être réduit pour pouvoir être traité aussi bien par le logiciel de simulation spectrale que par celui de prototypage rapide. La réduction est effectuée de façon sélective en gardant un maximum d'informations pour le texte. Un échantillon d'alliage a été fabriqué. Pour accéder aux propriétés optiques qui décrivent le comportement du matériau vis-à-vis de la lumière, on mesure les valeurs de sa fonction diélectrique complexe par ellipsométrie spectroscopique sur un échantillon soigneusement poli. Avec ces données, nous allons maintenant pouvoir calculer des images dites physiquement réalistes de la tablette grâce à Virtuelium, un logiciel libre développé par une équipe de l'École centrale Paris. Nous devons fournir en outre à Virtuelium les caractéristiques spectrales de l'observateur colorimétrique de référence ainsi que celles des sources de lumière. La rugosité optique de la surface est un paramètre important. Voici une image calculée à l'aide de Virtuelium pour une rugosité assez faible qui permet une bonne lisibilité du texte tout en conduisant à une apparence plausible. Le calcul a été fait sur l'intervalle visible de 380 à 780 nanomètres de longueur d'onde, échantillonné au pas de 5 nanomètres, soit pour 81 bandes spectrales. Le fichier représentant la tablette est remis au CTIF, Centre technique des industries de la fonderie, qui se charge de la fabrication de la réplique en bronze. Sachant que les bronzes que l'on connaît mieux en fonderie sont avec des teneurs en étain très supérieures. Donc il y a quand même des données thermiques qu'il a fallu obtenir et entrer dans les logiciels de simulation pour simuler les refroidissements et en particulier l'apparition de défauts tels les rotatiures dans la plaque. Donc
calculer la morphologie de la grappe. Le CTIF a décidé d'utiliser un procédé de moulage à la cire perdue. Le modèle est obtenu à l'aide d'une machine de prototypage qui dépose la cire couche après couche sur une cire support. Pour avoir la même qualité sur les deux faces, il faut faire 2 demi-plaques que l'on collera ensuite. Après divers essais, cette grappe a été conçue. Elle est extrêmement fragile en raison des dimensions de la plaque et de la finesse des attaques. La carapace est fabriquée par couches successives. On trempe le modèle dans une barbotine qui contient une farine de zircon réfractaire. On l'introduit dans un tonneau de stucage où les grains de sable se collent sur la barbotine et forment une première couche. Il faut 2 heures de séchage avant d'appliquer la couche suivante. Après les couches de contact, on applique des couches de renfort. En tout, 14 couches ont été nécessaires pour obtenir une carapace qui a une bonne tenue mécanique et qui peut tenir lors des opérations suivantes: descirage, fritage et coulée du métal. Ah, ça va desserrer par là. Ensuite, cette carapace débarrassée de son modèle va être passée dans un four de fritage qui a 3 fonctions. La première, c'est de céramiser les couches de carapace céramique qu'on a mises en œuvre. La deuxième, d'enlever tous les produits organiques résiduels, en particulier la cire résiduelle qui n'a pas été complètement éliminée dans l'étape de descirage. Et la troisième fonction étant de pouvoir couler dans un moule chaud pour que le métal reste liquide le plus longtemps possible et puisse épouser les moindres détails de l'objet à mouler.